cas ce soir, c'est bien, je suis là. Parfait. Alors, je ne suis pas venu de Montréal aujourd'hui, je suis venu de Saint-Étienne, c'est un peu moins exotique, désolé, on vous a raconté des choses. Ben, bravo, effectivement, voilà. On vous a raconté des choses, j'étais aux Émirats, j'étais ci, j'étais ça, c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais ce soir, je ne suis pas venu de là-bas. Par contre, je vous apporte une vision un petit peu différente de celle que vous avez pu avoir ce soir concernant la mondialisation, qui est issue, cette vision-là, de mon expérience internationale. D'ailleurs, j'ai eu du mal à la qualifier, c'est un peu le sujet de ce soir, puisqu'on parle de global mindset. Alors, pourquoi je parle de global mindset ce soir? Parce que pendant des années, moi qui n'ai pas grandi en France, je parlais d'abord allemand avant de parler français. Je suis arrivé en France beaucoup plus tard. J'ai fait une carrière internationale dans le domaine de l'intelligence économique qui m'a poussé à rencontrer beaucoup de monde pour trouver plein d'informations, parler dans différentes langues et m'insérer dans différents milieux pour pouvoir justement répondre aux besoins de lobbying précisément. Et oui, j'étais de ce côté-là. Et également les besoins de lobbying de mes clients et les besoins également d'informations d'institutions internationales et d'informations financières pour des clients dans le domaine de la banque. Alors, à un moment, je dois vous avouer, je ne savais plus trop où j'en étais, c'est-à-dire quelle était ma compétence, quelle était exactement mon identité, puisque j'étais en Allemagne, j'étais français, en France, quand je passais, je parlais avec un accent allemand, j'ai fait une partie de mon lycée en Turquie, donc là j'étais le franco-turc mélangé, après je suis parti également au Moyen-Orient, où là j'étais le français qui avait vécu en Turquie, ou le français qui parlait très bien turc, enfin, je m'y retrouvais vraiment plus du tout. Professionnellement, c'est pareil. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un quand vous revenez après 20 ans, comme j'ai fait l'année dernière? Vous dites, j'ai fait de l'intelligence économique au Moyen-Orient, j'avais mon bureau à Ras Al Khaimah, j'ai travaillé à Karachi et j'ai continué à Pékin. On vous regarde avec des yeux comme ce n'est pas possible. Et je suis diplômé de McGill à Montréal. Donc c'est absolument invraisemblable. Alors, comment je pouvais me définir? Moi, j'ai cherché beaucoup de concepts. J'ai essayé de m'identifier un petit peu à ce qui existait dans la littérature globalisante, on va dire, dans le globisme généralisé. J'ai toujours eu la tendance à fuir les buzzwords, hein, les mots à la mode, parce qu'en fait, ils recouvrent beaucoup d'identités, beaucoup de notions qui ne font pas sens parce qu'elles ne s'appuient pas sur des réalités. Et bien pourtant, j'en ai trouvé un qui semblait correspondre un peu à ce que moi, j'arrivais à définir comme identité pour mon expérience et pour mon parcours de vie. C'est le terme de global mindset. Alors, qu'est-ce que c'est Global Mindset? Très difficile à traduire en français. Dans certaines traductions que j'ai pu lire en français français, pas du Canada, pas québécois. Donc, certains disent que c'est une mentalité internationale. Ok, bon, pourquoi pas. D'autres disent que c'est une mentalité globale. Alors, ça veut un peu rien dire, parce que global en français, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, en fait, on va essayer de le définir de façon un peu différente. C'est un peu l'objectif de ma présence ici. Un global mindset, pour moi, tel que moi je le définis par mon expérience, ce n'est pas, par exemple, on va prendre une définition négative, ce n'est pas être citoyen du monde. Pendant des années, on m'a qualifié de citoyen du monde, parce que j'étais en Turquie, le lendemain j'étais au Pakistan, le lendemain j'étais en Irak, enfin bon, voilà, donc en gros j'étais jamais nulle part, mais toujours partout. Alors, citoyen du monde, ok. Bon, je me gargarisais de ça, c'est génial d'être citoyen du monde, on est partout chez soi, on a toujours des gens, des amis partout, un peu comme les marins dans les vieilles comptines pour enfants. Vraiment, c'était très valorisant pour moi, j'étais en fait libre de tout, un peu supérieur à tout le monde aussi, je précise quand même, ça, je suis toujours. Mais bon, ça, c'est moins évident. Donc, si vous voulez, on me l'a dit en plusieurs langues. Alors, on me l'a dit en turc, Dünya vatandaşı, on me l'a dit en anglais, Citizen of the World, et puis d'autres langues. Je ne vais pas toutes les faire parce que ça fait un peu long, surtout que je ne parle pas toutes en plus. Donc, ce concept ne m'allait pas parce qu'en fait, quand on parle de citoyen du monde, dans la mondialisation actuelle, ça sous-entend l'idée que vous n'avez plus de culture, que les gens en face n'en ont pas et qu'on est tous des joyeux consommateurs de café avec des sirènes dessus ou d'autres marques internationales qui vous annihilent votre identité et l'identité des autres. C'est ce qu'on aimerait pouvoir dire, c'est ce que le marketing international souhaiterait vous vendre. C'est vrai qu'on soit tous pareils, qu'on mange tous les mêmes choses, de Pékin à Shanghai, en passant par Karachi, en passant par Washington, etc. Malheureusement, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas cette réalité à laquelle moi j'avais cru, mais ce n'est pas cette réalité à laquelle moi j'ai été confronté, parce que dans le travail que j'ai fait, j'ai dû parler à tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça allait du vendeur de thé jusqu'au PDG d'une grande banque dans différents pays. Et dans ces différentes zones, je me suis rendu compte que le rêve de marketing international qu'on m'avait vendu, celui sur lequel j'avais fait tous mes espoirs, qui m'avait vraiment porté, citoyen du monde, ça porte tellement loin ça,
eh bien, en fait, n'était pas la réalité et que la réalité était bien plus complexe, peut-être beaucoup plus dure, mais en même temps beaucoup plus intéressante. Et donc, c'est sur cette réalité-là que moi, j'ai décidé de réfléchir. Donc, le global mindset, pour moi, correspond, dans mon identité, à une façon de pouvoir s'accaparer la mondialisation en agissant dessus de façon totalement positive. C'est-à-dire, positif pour vous, bien entendu, on n'est pas là dans Save the Planet, Save the World, qui sont des choses très très bien, je vous rassure, je suis pour sauver la planète moi aussi, mais quand on parle au niveau individuel, parce que pour l'instant on se définit tous comme des identités, quand on se positionne, il faut avoir un concept qui soit opérationnel et pas juste un mot qui soit complexe. Alors, Global Mindset, c'est vraiment pour moi ce qu'on appellerait dans l'anglais ou le français de Montréal du empowerment, donc la capacité d'acquérir une volonté et une action sur ce qu'on fait dans la mondialisation. Alors ça tient également à l'histoire récente fin du XXe siècle et début du XXIe. En même temps, c'est un peu mon histoire. Là, c'est le mur de Berlin en 1989 avec la porte de Brandebourg. C'est là où j'ai grandi, en fait. Voilà, moi j'ai grandi pas très loin de là-bas, dans le mur. Enfin, pas dans le mur, effectivement, directement. Mais j'étais entouré par le mur à Berlin-Ouest, donc on ne pouvait pas trop sortir. Je passais de l'Est à l'Ouest régulièrement. Donc pour moi, jusqu'à 89, quand j'étais plus ou moins tout le temps là-bas, eh bien, le monde était simple. Il y avait les gentils, mon côté, les méchants, de l'autre côté du mur. Je n'ai pas dit quel côté j'étais. Hein. Voilà. Mais bon. Alors, c'était très simple. Et donc, j'avais, moi, des certitudes sur un univers extrêmement clair, confortable finalement, même s'il était un petit peu terrifiant. C'est l'histoire de bombes nucléaires, d'arsenal nucléaire, d'invasion de l'armée rouge de l'autre côté. Enfin bon, on s'y faisait, mais enfin c'était quand même assez confortable, faut bien l'avouer. Après, les ambitions internationales, il n'y en avait pas, puisqu'on était chacun d'un côté du mur. C'était aussi simple que ça. Alors mon univers s'est évidemment effondré ce jour-là, mais totalement, littéralement effondré, parce que évidemment, tout ce que moi j'avais pensé avoir vu comme enfant étant une réalité intangible de l'humanité, le mur de Berlin, s'effondre en une nuit. Donc, moi j'étais encore un peu plus jeune, je vous rassure, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même assez vieux pour m'en rendre compte. Il s'est passé la chose suivante, c'est que devant cet effondrement-là, moi j'ai eu cette envie, celle que je vous ai parlé, de pouvoir voyager partout. Je pouvais voyager avant, mais c'était comme beaucoup plus compliqué, de pouvoir me déplacer dans le monde entier et pouvoir avoir cette soif de découverte que je vous ai un peu décrite et qui m'a, moi, alimenté pour m'adapter aux clichés du citoyen du monde sans trop réfléchir aux conséquences. Le problème, c'est que le monde qu'on a célébré comme étant beaucoup plus ouvert après 89, après l'ouverture, la chute de l'Union soviétique et toutes les conséquences, on s'aperçoit maintenant en 2019, 30 ans plus tard, oui, j'ai cet âge-là, je sais, 30 ans plus tard, que ce n'est pas forcément un monde plus ouvert. C'est un monde où la technologie a progressé, les moyens de communication, les moyens de voyager ont progressé, mais en termes d'ouverture, si elle existe, l'ouverture d'un point de vue frontalier, elle n'est pas traduite dans les esprits. Et ça, quand vous faites du travail international, quand vous faites des relations internationales au niveau le plus micro possible, que ce soit vous en tant que chef d'entreprise, ou que vous négociez avec des États ou pour le compte de grandes institutions internationales privées ou publiques, vous vous en rendez compte. Moi, mon expérience, c'est que le monde a rarement été aussi divisé que moi j'ai pu le voir depuis 1989. Les divisions, elles sont multiples. La multiplicité des réseaux sociaux a encouragé la diffusion de façon ultra massive des préjugés. Donc on n'est pas dans un monde beaucoup plus ouvert. Et la question qu'on doit se poser actuellement, c'est comment, en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que personne responsable et porteur de projet, comment, en tant que chef de famille, on positionne son identité et celle de ses enfants dans un monde qui, bien que multiple, multiplie les barrières de façon plus ou moins directe. Et ça, c'est vraiment un enjeu primordial auquel je vous invite tous à réfléchir. Alors, il n'y a pas de solution, mauvaise nouvelle. Je ne vais pas vous apporter la lune ce soir, j'aurais bien aimé, je ne peux pas. Il n'y a pas de solution. Par contre, il y a des pistes de réflexion. Et nous ne sommes pas les seuls à les avoir envisagées. Alors ce n'est pas moi, je vous précise tout de suite. J'ai passé du temps aux Émirats, mais ce n'est pas moi. Ça, c'est quelqu'un qui est ma source d'inspiration et que je vous encourage à explorer si vous ne le connaissez pas. C'est Sir Wilfred Thesiger, qui était un espion, et oui, un espion britannique, qui est moins connu que Laurence d'Arabie, mais qui a été bien plus efficace. C'est pour ça qu'il est moins connu, d'ailleurs.
Il était en fait posté aux Émirats arabes unis et également en Arabie saoudite avant que ça devienne des États, enfin en tout cas les Émirats indépendants dans les années 30 à 40. Et donc il a entrepris des expéditions, puisqu'il était arabisant, des expéditions dans le Rub al-Khalil, qui est donc le plus grand désert de dunes du monde qui jouxte l'Arabie saoudite et les pays voisins, notamment les Émirats arabes unis. C'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il a voyagé, qu'il a découvert énormément de choses sur la culture locale, au-delà des clichés post-colonialistes ou néocolonialistes selon la période qui pouvaient exister. Et il a engagé une vraie démarche d'amitié avec les populations locales, y compris dans leur conflictualité entre elles. J'aimerais justement vous lire cet enseignement qu'il nous a fait passer dans un livre qui s'appelle Arabian Sands, que je vous encourage à lire en anglais, en français, n'importe quelle langue, vous pouvez le trouver. Et si vous allez aux Émirats, je vous conseille de visiter le musée de Al Ain, où il y a un musée, donc Palace des Émirats, qui est dédié à sa présence, puisqu'il a contribué à l'idée de l'émergence des Émirats avant que ceci soit possible. Je vais vous lire et je vais commenter après. Donc là, il parle du jour où il va commencer son expédition avec des Bédouins pour traverser le désert. J'étais leur compagnon de route, et ils se seraient battus pour me défendre, même contre leurs propres frères, et ils en attendaient de même de ma part. Mais je savais que l'épreuve véritable serait de vivre avec eux en harmonie et de ne pas me laisser gagner par l'impatience, de me replier sur moi-même ou même de devenir critique vis-à-vis de modes de vie différents du mien. Je pense que cette citation, qui est tirée d'un des chapitres de son livre, est pleine d'enseignements pour nous, parce que c'est précisément l'opposé de ce que nous sommes en train de vivre à l'époque d'Instagram ou de YouTube, dont nous profitons ce soir également. Malheureusement, notre génération, celles qui viennent, n'ont pas forcément eu cette éducation sur la façon de diffuser ces valeurs-là de tolérance. Il ne s'agit pas de tout tolérer, il s'agit simplement de se connaître et de respecter ce qui se passe en face de soi, sans vouloir juger et sans vouloir se mêler. Donc, un des aspects les plus importants que vous pouvez développer si vous travaillez dans le domaine des relations internationales actuellement, au-delà des compétences linguistiques, de vos savoir-faire sur l'économie, vos données macroéconomiques, géographiques, bon, vous avez Google pour ça, ça va vous aider, mais la vraie compétence que vous pouvez développer, c'est regarder le monde. C'est ce que font les artistes. Bah oui, regardez le monde. Regardez le monde comment? Regardez le monde de façon active, sans juger, mais de façon objective. Ne pas regarder le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, positif ou négatif. Regardez le monde avec humilité et curiosité. C'est dans ce cadre-là que vous arriverez à nouer des vraies relations et à vous débarrasser des préjugés dont vous n'avez même pas conscience. Vous remarquerez également que vous n'êtes pas, vous, les seuls à avoir des préjugés individuels. Les autres en ont sur vous aussi. Et vous devez accepter, dans certains cas, que ces préjugés vous impactent. Vous n'êtes pas immunisé ni dans un sens ni dans l'autre. Mais pour ça, pour ne pas souffrir de ça et pour pouvoir faire avancer les dialogues avec les gens que vous rencontrez dans le monde entier, il faut savoir regarder en toute simplicité. Alors, voilà, ça demande de la discipline. Alors, ça a l'air rigolo, comme ça on voyage, on peut faire plein de choses. Alors, vous ne deviendrez pas un global mindsetter si uniquement vous comptez le nombre de miles que vous avez sur vos cartes de gold de vos compagnies aériennes. Vous allez dans tous les lounges du monde, c'est génial, hein, j'adore ça moi aussi, il n'y a pas de problème. Ça ne fait pas de vous un global mindsetter efficace, un très bon voyageur, un excellent client de compagnie aérienne, ça c'est sûr. Par contre, il va falloir que vous ayez un peu d'autodiscipline aussi. Et c'est très difficile, je le sais, j'ai tellement fait d'erreurs moi-même aussi. Vraiment, j'en ai fait tellement. Je vous parle en connaissance de cause, je vous en citerai une après. Donc il faut simplement déjà, quand le monsieur fait ça sur la main, c'est parce qu'en fait, il faut savoir de quoi on parle. Quand on travaille dans des domaines internationaux, sur des domaines complexes où on ne comprend pas tout, il faut être capable de regarder l'information dont on dispose et celle dont on ne dispose pas et agir en connaissance de cause, sans extrapoler. C'est très difficile, hein, parce que nous avons nos préjugés. Je vous donne un exemple. J'ai fait une erreur assez grave qui a fait ce que coûtait ma vie. J'étais donc au Sud-Soudan pour aller faire une mission de reconnaissance sur un site industriel, enfin en friche, parce que c'était la guerre civile, entre deux villes. Il y avait deux ethnies après l'indépendance du Sud-Soudan qui se battaient sur des territoires pour récupérer les territoires agricoles.
Et je suis passé en fait avec, sans faire attention aux différences locales, parce que j'étais pressé, parce que je pensais de toute façon que ma mission était très importante et que j'étais très important. J'étais, mais en fait ça servait à rien. Et du coup, j'ai pris comme traducteur et comme assistant pour cette mission-là, quelqu'un de très bien, qui était d'une ethnie qui était en opposition avec une ethnie sur laquelle le territoire était source de conflit. On s'est fait arrêter donc dans la brousse avec des gens autour de nous avec des machettes qui se demandaient pourquoi je faisais venir des gens de l'ethnie avec laquelle ils étaient en conflit, visiblement meurtrier. Il a fallu vraiment que je fasse preuve d'humilité et que je me taise surtout, mais vraiment que je me taise pour montrer que j'avais été juste un imbécile, ce que j'avais été. Et donc, l'attaque d'humilité m'a sauvé la vie, autant que mon arrogance peut être indirecte, sans le vouloir. Je ne pensais pas être arrogant. Je me dis, je fais comme ça, je fais local. Après tout, bon, je suis de Soudan, c'est pas facile. Je vais faire comme tout le monde. Et puis, de toute façon, ils verront bien que je suis pas d'ici. C'est pas un problème. Eh ben si, c'était un problème. Mon arrogance un peu indirecte, celle sur laquelle on est tous susceptibles de tomber un jour, m'a fait faire cette erreur. En même temps, j'ai pu la rattraper. Sans ça, je ne serais pas en train de vous parler actuellement. Donc ça, c'est une très bonne leçon, croyez-moi. Donc du coup, je me suis imposé un régime d'autodiscipline. Donc je regarde toujours avant d'aller quelque part les situations, autant que je peux le comprendre. Et quand je ne sais pas, j'essaie de savoir où je ne sais pas pour me renseigner. Ensuite, également, quand on est sur place, quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez être au Luxembourg, comme au Zimbabwe, comme aux îles Caïmans, ou comme, je prends des paradis fiscaux, tiens, excusez-moi. Donc il faut vraiment pouvoir regarder où vous êtes et quelles sont les situations, la façon dont elle évolue. C'est extrêmement important. Planifiez également toutes vos opérations. Ce n'est pas parce que vous connaissez bien un pays ou une zone qu'il ne faut pas planifier en détail vos opérations si vous allez pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il peut en s'agir de votre sécurité ou de votre réussite commerciale. Et enfin, il faut vraiment garder de l'enthousiasme. Et cet enthousiasme-là, vous l'avez que si vous savez qui vous êtes et pourquoi vous le faites. La clé de tout dans ces situations, dans la mondialisation, c'est vous. Qui êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Comment vous observez-vous? Vous pouvez être qui vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous n'avez pas à vous faire imposer une identité par quelqu'un d'autre. Simplement, quand vous allez quelque part, sachez qui vous êtes et n'essayez pas, sous prétexte de devenir un global mindsetter, soit de vouloir adapter une culture internationale qui vous semble un petit peu caricaturale, lancée par les opérations de marketing de grandes marques qui ont leur justification, mais qui n'est pas une identité à adopter. Ou à l'inverse, n'essayez pas de singer les cultures locales si vous n'êtes pas du tout adapté à cette culture-là. Vous pouvez tout à fait être accepté dans une culture qui n'est pas la vôtre en étant vous-même. Il s'agit précisément de garder cette distance et en même temps ce respect, c'est essentiel. Alors, ça c'est vraiment la bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est vous qui êtes au cœur du projet. Et c'est sur vous que vous allez travailler et quoi que vous fassiez, vous allez vous transformer. Hello world, merci beaucoup à tous.